Comment préparer et réussir ton expatriation alors que tu n'y connais absolument rien? Je t'explique tout ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que vous vous portez bien et que votre projet d'expatriation commence à se concrétiser. Vous avez mûri un petit peu toutes les idées, les destinations. Est-ce que c'est mieux d'aller par-ci? Est-ce que c'est mieux d'aller par-là? Est-ce que je m'éloigne de l'Europe, de la France, de ci, de ça, etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, mais on va essayer de les structurer et on va faire une espèce de checklist de ce qu'il faudrait préparer pour réussir son expatriation. Mais avant ça, j'aimerais que tu me lâches un like parce que je me donne du mal pour ce genre de vidéo, que tu me mettes en commentaire voilà, tes réactions, etc. parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir où est-ce que tu en es, est-ce que tu as prévu, pas prévu, etc. etc. Et surtout, t'abonner à la foutue cloche abonnée parce qu'il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Donc je compte sur toi pour t'abonner. Vous êtes encore 70% à bouffer mon contenu sans vous abonner. Les gars, c'est gratuit, il n'y a pas d'impôt dessus. Abonnez-vous. On commence tout de suite par la première chose à faire quand on a besoin de changer d'air, quand on ressent ce besoin d'expatriation, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut faire ce truc-là. Tu l'as compris, la première chose à faire, c'est te demander si tu as vraiment envie d'expatriation ou si tu as juste envie de voyage. Parce que ce n'est pas pareil. La plupart des gens, en fait, pensent qu'ils veulent s'expatrier et dès qu'ils sont partis à 500 km de chez eux, ils sont complètement paumés. Finalement, ils arrivent dans un autre bled ou dans un autre pays carrément et ils s'y retrouvent pas. Ils ont perdu leur repère, ils sont loin de leur famille, ils sont rapidement déprimés et rapidement perdus de tout repère. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est prendre une feuille de papier tout simplement et faire les pour, les contre. Pourquoi est-ce que je veux partir? Qu'est-ce qui ne me va pas aujourd'hui dans le pays dans lequel je suis? Imaginons que tu sois en France, liste tous les points voilà, qui t'emmerdent profondément, mais pas juste les choses qui te dérangent au quotidien, hein, parce que voilà, on pourrait mettre l'inflation, le ci, le ça, mais ça c'est mondial, donc c'est pas la peine de mettre ça, mais plutôt des choses qui te concernent vraiment personnellement, qui te touchent personnellement, et mets les contres en face. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour toi dans ta vie de tous les jours, dans ton pays de résidence? Qu'est-ce qui se passe de bien? Essaye donc d'aligner le pour d'un côté, le contre de l'autre, et tu fais l'addition. Si l'addition est positive, c'est-à-dire que tu es pour l'expatriation parce qu'il y a tellement d'obstacles dans ta vie de tous les jours qu'elle en devient insupportable, à ce moment-là, il y a de grandes chances que tu sois fait pour l'expatriation. Donc ça vaut le coup de creuser, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe ailleurs. La deuxième chose à faire, c'est celle-ci. Tu l'as compris et je crois que ça aurait été ton premier réflexe, c'est d'aller voir sur Google, d'aller voir ce qui se passe dans tel et tel pays, pourquoi est-ce qu'on vivrait mieux dans tel et tel pays, pour quelles raisons, quel est le niveau de vie, combien est-ce que voilà tes courses te coûteraient dans ce pays, si je sais pas si tu as une voiture, combien est-ce que coûte l'essence dans ce pays, etc., etc. Parce que si c'est juste pour aller dans un pays et te retrouver avec que des désagréments ou pire que ce que tu avais, ça vaut pas le coup. Donc la première chose à faire, c'est ça. Et quand tu auras établi la liste de tout ce qui est possible comme pays dans ton imaginaire, parce que il faut aller loin dans cette projection, même sur des territoires qui sont vraiment à l'opposé de la France. Imaginons des bleds paumés comme Tahiti ou je sais pas les Philippines, le Japon, l'Argentine, etc. Ce sont des pays qui sont très éloignés de la France, mais pourquoi pas? Mets-les dans ta liste. Et une fois que tu as fait une liste des possibles, essaye de dresser un top 3. C'est-à-dire les 3 pays sur lesquels tu te sens le mieux sur le papier,
d'aller voilà, de t'expatrier dans ces pays-là. C'est vraiment important que tu puisses faire les choses comme ça au feeling, sans forcément faire des recherches très approfondies sur ces pays. Fais vraiment une liste de 3 pays, voilà, qui seraient dans le champ des possibles, qui seraient voilà, selon ta composition familiale, bien sûr, etc. Parce que s'expatrier seul, c'est pas pareil que s'expatrier en famille. Donc voilà, essaye de dresser la liste de le top 3, ton top 3, et c'est pareil, ton top 3 n'est pas forcément celui de ton épouse, par exemple, hein, mais essaye de dresser ton top 3, et si vous êtes à deux, donc à vous expatrier en famille, et ben demande à ton épouse de faire exactement la même chose de son côté. Et ensuite, vous comparez votre top 3. Si vous n'êtes pas d'accord sur le top 3, essayez de trouver au moins un terrain d'entente. Est-ce que voilà le pays qu'elle a mis serait voilà acceptable pour toi, et est-ce que le pays que toi tu as mis en number one bah, serait acceptable pour elle? Ça vous fait un top 2. Il suffit de trouver un compromis pour faire un top 3, et si tu n'y arrives pas, fais un top 4, ça ira très bien. En numéro 3, il faut que tu fasses ça. Encore une fois, il va falloir faire un tableau et mettre d'un côté les choses qui te semblent primordiales et les choses qui te semblent négociables. Si tu es en famille, par exemple, tu as des petits-enfants, eh ben, il va falloir forcément trouver un pays qui soit sécuritaire, qui soit en plus de ça bien placé en termes d'éducation, de façon à ce que tu puisses voilà, éduquer tes enfants correctement, que le système de santé ne soit pas trop mauvais, et peut-être n'être pas trop loin de la France parce que bah, tu veux que tes enfants connaissent leurs grands-parents, etc., autrement que par Skype. Donc il va falloir que ces critères-là soient primordiaux pour toi. Et à côté de ça, bah, tu peux peut-être négocier avec certaines choses. Par exemple, le coût de la vie. Si toi, tu vois, tu peux, je veux dire, moduler ton budget, par exemple, mensuel, eh ben, tu peux te permettre, par exemple, d'aller dans un pays où la vie coûte un peu plus cher que ce que tu aurais pensé. Tu peux aussi aller dans un pays où, je sais pas, où les voitures coûtent très cher, par exemple. Hein, donc ce sont des aléas qui sont liés à la fois à ta situation familiale, mais aussi à la situation du pays. Dans certains pays, comme ici à l'île Maurice, les voitures sont taxées à 200%. Donc il faut le savoir avant d'arriver. Forcément, le poste voiture va te coûter cher ici. Mais à côté de ça, ben, il y a d'autres avantages. Donc est-ce que pour toi c'est négociable ou est-ce que pour toi c'est primordial? Il va falloir faire cette balance pour savoir exactement dans quel pays tu vas pouvoir aller. Point numéro 4, tu vas faire ça. Eh bien, c'est simple, tu vas reprendre ta liste du top 3 ou du top 4 des pays que tu as adressés et tu vas prendre ta liste maintenant des critères qui sont primordiaux ou négociables et tu vas essayer de croiser les informations. C'est-à-dire que tu vas voir ton premier pays, est-ce que les choses primordiales y sont? Est-ce que les critères primordiaux y sont? Est-ce que les critères négociables y sont? Etc., etc. De façon à réduire ta liste au seul pays dans lequel tu vas pouvoir t'expatrier, ou au moins avoir peut-être une alternative, donc un top 2. Donc maximum un top 2 grâce à ce point numéro 4. Le point numéro 5, c'est juste après ça. Ok, donc le point numéro 5, ce sont des recherches approfondies. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder rapidement sur Google est-ce qu'il fait beau, est-ce que le climat est cool, est-ce qu'il y a la mer, pas la mer, est-ce que les logements sont propres, pas propres. Bref, il va falloir rentrer beaucoup plus dans le détail. Et pour ce, il est vraiment indispensable que tu puisses rentrer dans des communautés d'expatriés dans ces pays-là. Donc, imaginons que tu as réussi à faire un top 2 au point précédent, tu as 2 communautés à trouver, c'est facile. Tu cherches un peu sur Google, tu vas trouver soit des vidéos sur YouTube sur des gens qui sont dans la même situation que toi et qui l'ont fait auparavant, ce qui est mon cas peut-être. Hein, donc moi c'est le Maroc et l'île Maurice. Mais si par exemple ton choix se précise sur la Thaïlande, bah, tu vas peut-être aller voir, je sais pas, la chaîne Sabri Thaï par exemple, hein, qui est voilà, qui parle beaucoup d'expatriation.
Donc, tu vois, tu vas pouvoir trouver comme ça quelqu'un à qui tu vas pouvoir poser des questions, quelqu'un à qui tu vas pouvoir exposer tes craintes, etc. Ou qui va te fournir suffisamment de contenu pour lever un petit peu tous ces mystères autour de ces pays. Mais il va falloir vraiment rentrer en profondeur comme si tu étais sur place. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas te loger, comment est-ce que tu vas te déplacer, comment est-ce que tu vas communiquer. Bref, comment est-ce que tu vas vivre sur place, faut vraiment te projeter et faire une recherche approfondie dans ce sens. Essaye de noter toutes les informations que tu récupères et de vérifier surtout ces informations. Parce que les avis des uns et des autres divergent souvent sur le même sujet. Donc essaye de faire une espèce de, de, de mix de tout ça pour avoir quelque chose de médian. Hein. Quand tu n'arrives pas à avoir une question, une réponse à une question particulière, essaye de te créer une moyenne dans tout ça. On passe maintenant au point numéro 6. Alors le point numéro 6, c'est le point le plus agréable, parce qu'il consiste en fait à aller sur place. C'est-à-dire que tu peux pas te décider comme ça sur un coup de tête à dire bah, je vais en Asie du Sud-Est, ou je vais en Amérique latine, ou je vais à l'île Maurice, au Maroc ou autre part, sans y avoir été, je dirais, au moins 2 semaines. Une semaine, c'est un peu trop rapide à mon goût. Je pense que le minimum vital, c'est 10 jours, et le top, c'est 15 jours à 3 semaines. Parce que tu vas pouvoir vraiment te mettre dans la peau d'un local quand tu es sur place, de quelqu'un qui habite vraiment là, et de voir les us et coutumes, les habitudes de tout le monde, le caractère des gens, tout ça c'est très difficile à retranscrire en vidéo, même si je t'explique aujourd'hui comment d'après moi sont les Mauriciens, ça va être très compliqué. Et si tu regardes une autre vidéo, tu auras un autre avis. Tu vas regarder des touristes, ils vont te dire le truc banal. Ouais, les mecs, ils sourient tout le temps. Je peux t'assurer que les gens ici ne sourient pas tout le temps. Forcément, dans les hôtels 5 étoiles, ils sont payés pour sourire. Donc, forcément, ils sourient, quoi. Mais ça, c'est partout. En France, en Allemagne, au Luxembourg, aux États-Unis, n'importe où. C'est rare que dans un commerce, ils tirent la gueule. Donc, voilà. Donc, tu ne peux pas te baser sur un touriste. Donc essaye de faire l'expérience comme si tu étais vraiment expatrié. Sauf que tu es en mode light, léger, avec la famille, une valise chacun. Vraiment essaye de voyager léger pour être mobile sur place. Et loue un Airbnb ou d'autres plateformes de location. Bref, loue un appartement sur place et essaye de vivre sur place avec une voiture de location, etc. Bref, vis comme si tu vivais localement dans ce pays pour toujours. Et tu vas voir que l'expérience est ultra enrichissante et va répondre à toutes tes questions. Et l'avis que tu vas te faire, c'est un avis réel, un avis d'expérience. Et c'est le meilleur avis qui compte. Personne ne vit son expatriation, ou plutôt son immigration, de la même façon. Donc essaye d'aller voir sur place, c'est vraiment le mieux à faire. Personnellement, je suis allé au Maroc bien avant de m'expatrier, 3-4 mois avant, même si je connaissais déjà ce pays en tant que touriste. Quand je l'ai découvert en tant que local, c'est-à-dire en vivant comme si je vivais voilà, ma vie de tous les jours, je peux t'assurer que j'ai pas vu les choses de la même façon. À Maurice, j'ai fait ça différemment parce que mon épouse est mauricienne, mais donc j'ai toujours baigné dans cette culture, si tu veux. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de surprises ici. Mais si j'avais dû le faire, je l'aurais fait comme ça. Je serais venu ici 15 jours où j'aurais vécu ben, dans un Airbnb, à voyager dans l'île, etc. pour vraiment vivre localement comme si je le vivais tous les jours. Voyons maintenant le 7e point. Une chose qui me paraît vraiment la plus importante quand tu veux immigrer, hein, quand tu veux vraiment t'expatrier dans un autre pays. Donc la différence entre l'expatriation et l'immigration, c'est simple, hein, c'est la durée. Hein, l'expatriation, tu as prévu de rentrer, l'immigration, tu as prévu de partir et de jamais te retourner. Donc voilà, c'est un mindset différent, on va dire. Mais pour l'immigration, c'est exactement la même chose. Donc le 7e point, c'est l'immigration. Il va falloir que tu te familiarises avec ça. Quand tu es chez les autres, tu n'es pas chez toi. Tu arrives avec ton passeport français, tu as des droits parce que le passeport français est bien coté. Donc dans la plupart des pays, tu vas obtenir 90 jours de séjour touristique. Donc ça, c'est super, c'est pratique. Mais il faut faire attention quand tu rentres dans un pays. Il y a certains pays où ça va être compliqué d'avoir une carte de séjour ensuite quand tu rentres avec un visa touristique.
et il va falloir peut-être entrer avec un visa business, par exemple, un visa affaires. Donc il faut faire attention à ces points qui me paraissent vitaux pour une bonne expatriation. Pour ça, il faut que tu prennes des renseignements avant de partir, bien sûr, sur Internet. Donc quelques mois avant, te renseigner quelles sont les conditions d'immigration dans ce pays, quels documents on va me demander, parce qu'on va forcément te demander des documents. Il va falloir justifier de tes revenus, comment est-ce que tu vas vivre sur place, quels sont les minimums exigés pour vivre dans ce pays-là, quels documents va-t-il falloir présenter, mais pas juste pour toi. Parce que si tu es en famille, il va falloir aussi justifier de la présence de ton épouse et tes enfants. Donc, il va falloir préparer un dossier pour être conforme à ça. Et c'est pas à la dernière minute qu'il va falloir le faire, ce truc-là. Parce que, voilà, il y a certains pays qui demandent pas mal de choses. Par exemple, ici à l'île Maurice, tu peux rentrer de différentes façons. Quoi qu'il en soit, si tu veux travailler par exemple à l'île Maurice, il va te falloir un statut de self-employed, donc d'employé comme auto-entrepreneur en France, donc entrepreneur indépendant. Et pour ça, il va falloir avancer 35 000 $. Donc, si tu n'es pas conscient de ça, c'est pas quelques mois avant que tu vas te réveiller et tu vas dire ah putain, il me faut 35 000 $ pour y aller. Pareil, si tu veux ouvrir une société, ici c'est 150 000 $. Donc, tout ça, si tu ne le sais pas, tu vas tomber des nues quand tu vas arriver. Il y a d'autres pays comme par exemple la Thaïlande où tu dois, tu peux acheter en fait un visa élite. Ça coûte entre 8 et 10 000 $. Tout dépend le visa. Je suis pas spécialiste de la Thaïlande, mais voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quoi qu'il en soit, il y a des exigences particulières dans les pays et il va falloir que tu te familiarises avec ça. Et si possible, pendant ton séjour de découverte, aller dans les administrations pour vérifier ces informations déjà primo et secondo pour présenter éventuellement des documents et vérifier leur conformité parce que par exemple encore une fois ici à l'île Maurice on te demande des apostilles sur chaque document, il va falloir le faire apostiller et ça c'est assez compliqué à réaliser parce qu'il va falloir recevoir les documents de l'administration française puis ensuite les renvoyer au tribunal concerné par le document. Donc si par exemple tu as bougé plusieurs fois dans la France, il est possible que tu doives faire apostiller par exemple ton certificat de naissance dans une région et faire, je sais pas, valider par exemple ton certificat de mariage dans une autre région. Donc tout ça, ça entraîne du temps, si tu veux, et de l'inertie, et les documents qu'on va te demander devront être de moins de 3 mois. Donc tu sors vite en fait de cette zone, de cette période de péremption. Donc il faut faire attention et partir avec les documents apostillés, parce que s'il faut les faire à distance, crois-moi, c'est très compliqué, à moins bien sûr que tu aies de la famille qui puisse le faire pour toi, mais sinon ça reste très compliqué. Donc tout ça, il va falloir le prévoir avant, donc te renseigner sur l'immigration, c'est ultra important. Passons maintenant au point numéro 8. Au point numéro 8, nous allons parler d'argent, parce que c'est quand même voilà, la grosse bête noire en général des expatriés. Comment est-ce que tu vas faire pour vivre dans le pays dans lequel tu souhaites immigrer? C'est souvent une problématique. Les gens pensent que parce qu'ils ont tel ou tel travail en France, ils vont pouvoir faire tel ou tel travail à l'étranger. La plupart du temps, c'est faux. Primo, parce que chaque pays en fait protège son taux de chômage en fait finalement, donc favorise les gens, les nationaux, donc pour travailler avant toi, ce qui est tout à fait normal, et c'est ce que la France d'ailleurs devrait faire un peu plus. Quoi qu'il en soit, il va falloir te poser cette question-là. Donc si tu es salarié, tu n'as pas d'activité entrepreneuriale, ça va être compliqué d'aller travailler dans un autre pays. Secondo, il n'est pas sûr que ça matche, parce que travailler dans un pays voilà, comme, je sais pas, comme cadre par exemple, c'est peut-être pas forcément ce que tu vas retrouver de l'autre côté. Il va peut-être falloir redescendre en bas de l'échelle pour pouvoir remonter les échelons ensuite. Ensuite, est-ce que tu vas t'adapter au mode de travail à l'étranger? C'est parfois compliqué de s'entendre avec ses supérieurs, voilà, d'évoluer correctement dans une entreprise parce que tu es étranger. Il y a tous ces critères-là à prendre en compte et surtout à apporter une sécurité parce que je te rappelle que lorsque tu quittes la France, tu n'es plus résident fiscal français. Il va falloir changer ta résidence fiscale aussi. Donc, dès l'instant où tu vas générer des revenus à l'étranger, tu vas être résident fiscal à l'étranger, donc tu vas perdre les avantages français. Conclusion, tout ce qui est
CAF, sécurité sociale, chômage, etc. Pour toi, il n'y en a plus. Donc il va falloir te prémunir contre tout ça. Et pareil, si tu es entrepreneur, il va falloir que tu aies des réserves devant toi pour pouvoir survivre et pouvoir justifier de tes revenus à l'étranger. Parce qu'à l'immigration, je l'ai tissé juste avant, ils vont te demander ta source de revenus pour justifier tes moyens de subsistance dans le pays. Tu ne peux pas immigrer dans un pays et être un poids pour le pays, c'est pas possible. Et la plupart des pays, de toute façon, n'ont pas le même système social qu'en France, donc tu n'aurais in fine rien du tout. D'autres pensent que simplement en louant leur maison en France, hein, qu'ils ont terminé de payer ou qu'ils sont en cours de fin de crédit ou autre chose, suffira à couvrir leurs frais. La plupart se trompent. Et puis quand tu es à l'autre bout du monde, quand tu as un problème avec un locataire, tu fais comment? C'est d'une complication pas possible. Alors tu vas me dire, ouais, mais je passe par une agence immobilière. Les agences immobilières, crois-moi, ne sont pas fiables. J'ai eu le problème pendant des années et crois-moi, j'ai eu beaucoup d'agences qui ont disparu comme ça du jour au lendemain où je me retrouvais avec des locataires dans le vent. Je savais pas ce qu'ils étaient exactement, pas moyen de les contacter. Bref, embêté et obligé de me déplacer. Donc quand tu dois payer un billet d'avion à 1 500 € parce que tu es à 10 000 km de chez toi, enfin de la France, crois-moi, c'est un problème. Et tout ça, il faut l'environner et le prévoir à l'avance. Pareil pour les retraités ou les rentiers, il va falloir tout mettre en place pour pouvoir communiquer avec vos sources de revenus très facilement, parce que si vous êtes à 10 000 km de la France, ça va être compliqué. Donc c'est la même chose pour vous. Et même si vous dites, bon, bah, moi, avec ma retraite, voilà, j'en ai assez pour vivre, etc. Imaginons que la caisse pose problème ou que votre banque en France soit défaillante ou, vous voyez qu'il y a un problème, en fait, de transfert de fonds, vous vous retrouvez à l'autre bout du monde avec zéro. Donc, c'est une prise de risque qu'il va falloir maîtriser en ayant toujours un pactole de côté. Et ça, c'est la règle vraiment que je donne à tous les immigrés, c'est d'avoir toujours une réserve d'argent suffisante pour vivre au moins quelques mois ou pour voilà pouvoir s'offrir un billet d'avion retour en urgence pour régler les problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder, c'est une espèce de sécurité qu'il faut toujours garder avec toi. Voyons le point numéro 9. Alors au point numéro 9, c'est un petit peu ce que je disais avant, il va falloir te maîtriser les risques, donc te protéger, et pour ça, rien de tel qu'une assurance expatriation. Alors c'est des assurances qui sont très spécifiques, qui limitent à certains pays, donc faut faire attention au contrat, c'est pas parce que tu as un contrat A qui fonctionnera dans un pays qui fonctionnera dans un autre pays. Donc il faut faire attention de pouvoir voilà s'offrir aussi ces services-là, parce que ce sont des contrats spécifiques qui coûtent un peu plus cher qu'une mutuelle en France. Donc il va falloir prévoir peut-être entre 200 et 500 € par mois, rien que pour cette assurance. Et si tu as une famille, bah forcément, ça vient encore une fois grimper, parce qu'il va bien falloir protéger toute ta famille. Et dis-toi que une opération, par exemple, dans un pays étranger, ça peut coûter très 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 cher, beaucoup plus cher que ce que tu imagines déjà en France. Donc dis-toi que à l'étranger, tu n'es pas chez toi, tu es chez les autres. Donc il faut t'adapter à tout ça et donc il faut être protégé par une bonne assurance. Et on arrive maintenant au point numéro 10. Alors le point numéro 10, c'est un conseil rationnel que j'essaye de vous transmettre et de vous donner. C'est de prendre le temps, avant de vous engager dans une démarche d'expatriation ou d'immigration, c'est une fois que vous avez toutes ces informations là que je vous ai citées avant, une fois que vous avez tous les prix, vous avez tout rangé dans un joli tableau Excel, machin, vous avez fait vos comptes, voilà, vous êtes sûr de pouvoir le faire et pouvoir subvenir à vos besoins, etc. Vraiment, vous êtes prêt à prendre le billet d'avion pour y aller. Posez-vous une seule question. Cette question est-ce toujours aussi rationnel de vouloir m'expatrier? C'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment et c'est ce qui met en danger leur expatriation. Je vais vous expliquer plusieurs cas où j'ai vu des gens arriver comme ça, enfin vraiment tout laisser tomber en France, vraiment tout vendre, etc. pour s'encombrer du minimum possible, ce qui est le mieux à faire, hein. Ça c'est pareil, c'est un point que je n'ai pas cité, mais le mieux c'est de se débarrasser de tout ce qu'on a avant de partir. Donc je les ai vus faire ça.
et partir 6 mois, 8 mois, 1 an, et finalement se dire, bon, on n'était pas si mal en France finalement. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça t'oblige à recommencer ta vie encore une fois à zéro, de revenir dans un pays qui est plus trop le tien parce que ça fait 1 an que t'es parti. Donc les gens t'oublient, hein, tu sais, loin des yeux, loin du cœur. C'est comme ça que ça marche. Les administrations, c'est pareil. Bref, il va falloir tout reprendre à zéro comme si t'étais un petit minot de 20 ans. Et ça, c'est un peu compliqué. Pareil, si tu veux retrouver du travail en revenant en France, eh ben on va te dire, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 1 an? Donc il va falloir que t'expliques ta vie des milliers de fois. Tout ça, c'est de la complication pour pas grand-chose. Tout ça parce que tu t'es pas posé cette question rationnelle. Est-ce que vraiment j'ai besoin cette expatriation? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui que je ne peux pas modifier sur place? Bref, toutes ces questions existentielles, il faut vous les poser avant de partir. Et c'est pas après qu'il faut le faire. J'ai toujours tendance à dire que quand on part, il ne faut pas se retourner. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne considère pas l'expatriation comme quelque chose de bien, mais plutôt l'immigration. Et c'est ce que je fais moi. Je suis parti de France et croyez-moi, je ne reviendrai plus jamais habiter en France. Je reviendrai bien sûr comme touriste, hein, voilà, passer un petit séjour parce que c'est un joli pays, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai encore 2 enfants, j'ai mes 2 garçons qui sont en France, donc forcément j'ai toujours une attache avec la France, que je le veuille ou que je le veuille pas. Donc je reviendrai forcément en France, mais je n'y habiterai plus jamais. C'est réglé. C'est-à-dire que je suis parti, je sais pourquoi je suis parti, et croyez-moi, cette question rationnelle, je me la suis posée bien plus qu'une fois, pour être sûr vraiment de ce que je voulais faire. Et surtout, j'étais en accord avec mon épouse. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Est-ce que votre compagne, votre épouse, est d'accord pour partager aussi le bien comme le pire dans cette expatriation, ou plutôt dans cette émigration? Peut-être même vos enfants, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Forcément, s'ils sont tout petits, bon voilà, c'est pas la peine de leur demander leur avis. Mais s'ils sont adolescents, méfiez-vous, ça peut être aussi une source de problème. Il est quand même mieux de partir avec l'accord de ces ados plutôt que contre. Alors je dis pas que ça doit être décisif dans votre prise de décision, mais ça peut faire peser quand même la balance. Donc posez-vous cette réelle question, est-ce que je peux pas simplement juste améliorer ma vie là où je suis, ou changer de région, par exemple en France. Il y a de super régions vraiment de partout, donc vous pouvez vraiment voyager plus facilement. Pareil, est-ce que peut-être une immigration en Europe de l'Est, ça serait pas plus raisonnable que d'aller à l'autre bout du monde? Donc posez-vous, vous voyez, ces questions-là qui sont vraiment des questions rationnelles que vous devez impérativement vous poser pour ne rien regretter. Et c'est vraiment le plus important, et j'aimerais finir là-dessus. Euh, quand on émigre, quand on quitte son pays d'origine, c'est toujours une blessure. C'est toujours un déchirement quelque part. Même si vous avez tout un tas de choses à reprocher à la France, essayez de savoir si au fond vous c'est vraiment irrémédiable. Est-ce que vous ne pouvez pas faire abstraction de ce problème, hein, qui est un problème, parce que sinon vous n'auriez jamais pensé à l'immigration, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire abstraction de ça? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus pratiques, plus à proximité, plus simples à mettre en place avant de faire la grosse immigration à l'autre bout du monde? Bref, posez-vous vraiment ces questions existentielles. C'est pour votre bien, je vous le dis. C'est pour le bien de votre couple si vous êtes en couple. C'est pour le bien de vos enfants si vous avez des enfants. Bref, pensez à vous. Pensez à votre bien-être, à votre liberté. Mais pensez surtout à votre confort et à ce que vous êtes en train de faire. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. N'oubliez pas un like, la cloche abonnée et en commentaire si vous avez besoin de me dire quelque chose. Ciao, bye, c'est Seb.